Donc, l'exploration sous-marine en autonomie. Ouais. Transparent suivant. Donc, les robots mobiles. Alors, j'ai commencé par cette photo pour parler de la robotique spatiale. Et en effet, avant, on avait tendance à penser qu'il fallait envoyer des humains sur la Lune, des humains sur les planètes. Et maintenant, on a complètement changé d'avis. On passe de plus en plus à des robots transparents. Voilà. Parce que les robots, l'environnement est hostile, ça coûte cher, c'est dangereux, et c'est typiquement dans ce type d'endroit où les robots vont être utiles, ils ne vont pas faire concurrence à l'humain, et ça va se passer de la même façon dans le monde sous-marin. Les satellites que vous voyez ici sont aussi des robots. Pourquoi? Parce qu'ils sont munis de capteurs, ils sont régulés, et ils ont une trajectoire planifiée, et ils vont aussi être utilisés pour cartographier la Terre. Et nous, on va chercher de la même façon à cartographier les fonds de l'océan. D'où le parallèle. Transparent suivant. Alors la navigation sous-marine, c'est un petit peu différent. Je vais vous parler d'abord de navigation moderne. Quand vous êtes avec votre véhicule, vous avez besoin de savoir où vous êtes pour pouvoir planifier un chemin et connaître la direction qu'il va falloir suivre. Sous l'eau, c'est différent. Et sur l'eau, de la même façon. Donc c'est pour ça qu'on va faire une copie de ce qui se passe dans la navigation à l'ancienne, où des navigateurs, alors ici on voit des Polynésiens, devaient faire des longues distances, des fois pendant plusieurs jours sans voir la Terre, comme par exemple pour rejoindre Hawaï à partir de la Polynésie, sans GPS, sans boussole et sans horloge. Et bien sûr, on va essayer de comment pouvaient-ils faire, sachant qu'ils n'étaient jamais complètement perdus, mais ils ne savaient pas du tout où ils étaient. Donc, ici, vous avez la représentation de ce qui se peut passer sous l'eau. Vous avez ici un robot sous-marin. C'est une torpille qu'on a amenée ici à Saint-Raphaël, avec une hélice, une petite centrale inertielle à l'intérieur qui lui permet de ressentir les rotations et les accélérations. Et alors, le seul capteur qui lui permet de ressentir l'environnement, c'est uniquement un échosondeur qu'on voit à l'avant, qui, à partir d'un ultrason, va venir taper le sol, et à partir de l'écho, il va être capable uniquement de connaître son altitude. Mais il connaît aussi sa profondeur grâce à un capteur de pression. Rien qu'avec ça, on va vouloir que le robot soit capable de partir, de revenir, d'explorer. Et donc, ce que je vais essayer de vous faire comprendre, c'est comment cette chose-là est possible dans ce type d'environnement que vous voyez ici, sachant que l'étoile de mer, il ne va pas la voir. On se pense suivant. Donc, si je reviens aux Polynésiens, eh ben, comment est-ce qu'ils vont faire? Ils vont bien évidemment regarder les étoiles, ils vont regarder l'élévation de l'étoile polaire ou de la Croix du Sud, ça dépend s'ils sont dans l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud. Et alors, pour avoir avec précision cet angle-là qui va leur donner leur latitude, ils vont utiliser des méthodes, ils ont bien observé l'espace, et là, je donne une des méthodes, c'est la méthode des paires d'étoiles. On voit bien que si, par exemple, on tourne dans ce sens-là, c'est pas pareil dans l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud, dès que cette étoile-là va se lever, l'autre qui est en haut va se coucher. Donc il y a un phénomène de synchronisation. Et donc on a ce phénomène de route qui va nous permettre, par rapport à la latitude qu'on cherche à rejoindre, nous permettre de savoir si on est plutôt à droite ou si on est plutôt à gauche de la route. Donc la route, c'est quelque chose, une sorte de ligne, de courbe qui existe, où on a un moyen de savoir si on est à gauche ou si on est à droite, de façon à avoir une régulation. Et donc, si vous voulez rejoindre une île, vous êtes certain de pouvoir la rejoindre si vous êtes capable de maintenir cette route avec précision. Suivant. Donc, on a différents types de routes. On va avoir, par exemple, des fronts isothermes, des isobates, qui sont les isobates, c'est des courbes de niveau sous-marine. Et en alternant d'une courbe à l'autre, on va être capable de se déplacer d'un point A à un point B, sachant que ces points vont correspondre à des intersections entre des routes. Suivant. Et donc, vous êtes capable de construire une carte qui n'est plus une carte métrique, mais qui est une carte topologique. A, ça correspond à un point géographique, et vous avez une route qui vous permet d'aller de l'un à l'autre, un peu comme un plan de métro, mais ce n'est pas un plan métrique, c'est un plan qui vous permet de vous déplacer dans un environnement plutôt abstrait. Donc, mais nous, ce qu'on cherche à développer, c'est une technique encore plus pauvre, parce que avoir des isobates dans un fond qui est relativement plat, c'est complexe. On ne voit pas les étoiles, on n'a pas forcément des fronts isothermes, avec des températures différentes à gauche et à droite du front. Donc on va utiliser une technique encore plus pauvre, qui est la technique des rebonds, que je vais vous expliquer maintenant.
Revenons ici. Le sol, il est globalement plat. Comment est-ce qu'on fait pour se déplacer sans se perdre? Eh bien, je vais essayer de donner ici une illustration de ce que c'est qu'un rebond. Alors, j'ai pris plusieurs robots sous-marins ici, de différentes couleurs. En fait, ça correspond au même, mais qui montrent une certaine dispersion par rapport à une route qu'on chercherait à suivre. Une route un peu abstraite. Alors, on comprend bien que le robot vert qui est là, il suit un cap. Et ensuite, dès qu'il va rencontrer une ligne, alors ça peut être par exemple une courbe de niveau, dans ce cas-là, il décide de rebondir et de suivre un autre cap. Et on se rend bien compte d'un point de vue géométrique que du fait des angles et de la courbe sur laquelle on rebondit, eh ben on va avoir une dispersion latérale qui va être réduite après le rebond par rapport à ce qu'on avait avant le rebond. Donc, on voit ici les angles alpha et bêta. Alors, je vais commencer par les équations, là, comme j'ai un peu de temps. Et vous voyez bien qu'entre alpha et bêta, il y a, si on fait le ratio entre le sinus et de l'un et de l'autre, eh ben, on va avoir une sorte de coefficient de rétrécissement. D'où le théorème suivant qui dit que si sur un cycle, le produit de ces ratios est inférieur à 1, on va avoir un cycle stable, c'est-à-dire qu'on va être capable de tourner autour d'un cycle sans jamais se perdre. D'où une représentation ici, où vous avez un robot qui est complètement perdu. Il décide de suivre les caps qui sont indiqués ici, le 1, le 2, puis le 3, et il a beau être n'importe où, en quelques itérations, il va toujours converger vers le même carré. Donc on voit bien qu'on est capable de naviguer sans se perdre. Donc une illustration, bien sûr, quand le robot il suit un cap, il a toujours une forme d'incertitude. Quand il rebondit, l'incertitude, eh ben, on voit bien qu'elle continue à augmenter, et encore à augmenter, et encore à augmenter, et encore, et à la fin, qu'on commence n'importe où dans le carré, on va toujours se retrouver dans cette zone rose. Donc on n'est jamais perdu. On va toujours repasser globalement aux mêmes endroits, ce qui nous permet de naviguer sans se perdre. Bien sûr, nous, on n'a pas des murs, on a des isobates, mais le même phénomène de cycle stable existe. Et nous, ce qu'on essaye de faire en ce moment, ici à Saint-Raphaël, mais d'autres fois lors des expérimentations et dans nos travaux de recherche, c'est essayer de reconstituer ce type de cycle stable. Voilà, je vous remercie pour votre attention.